Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons laissé l'année 1935 avec des tensions entre l'Italie et l'Angleterre au sujet de l'Abyssinie, et nous avons vu qu'il y a beaucoup de nouveaux interdits pour les Juifs, et nous allons reprendre là. Pour cette année 1936, la santé de Hitler s'améliore. En effet, il rencontre le docteur Theodor Morell, qui lui a été recommandé par son photographe Hoffmann. Celui-ci a été soigné par le médecin pour une gonorrhée, là où d'autres praticiens échouaient, donc il le recommande à Hitler. Hitler n'est pas très fan des médecins, bien que des médecins l'accompagnent un peu partout, mais ce sont plus des chirurgiens qui sont là pour intervenir en cas d'attentat ou d'accident de la route, par exemple. Mais nous pouvons dire que Theodor Morell serait, entre guillemets, le premier médecin généraliste à suivre Hitler. Le docteur Theodor Morell a une mauvaise réputation chez ses confrères. De plus, il est plutôt obèse et il est sale. Et beaucoup de dirigeants nazis, et même des généraux de l'armée, ne lui font pas confiance. Ils le traitent de charlatan. Bien que le docteur Theodor Morell, c'est un docteur des stars de l'époque, et même des dirigeants de pays. Hitler finit par se laisser tenter, et le docteur Morell arrive à soigner les maux de ventre et les œdèmes du Führer, grâce à une préparation appelée Mutaflon. Donc la composition, de ce que j'ai lu, c'est beaucoup de vitamines, des hormones, du foie de bœuf et des testicules de taureau. Et comme le docteur Morell arrive à soigner Hitler, Hitler est content du médecin et l'engage comme médecin personnel. Et ce médecin suivra Hitler jusque dans son bunker en 1945. Il y aura certainement un hors-série fait sur les médecins qui gravitent autour de Hitler. Ce qu'il faut savoir sur le docteur Morell, c'est qu'il est plutôt bon dans d'autres domaines. C'est un très bon dermatologue, mais il sort souvent de ses domaines de compétences et il utilise ses patients comme cobayes. Mais Hitler est content de lui et ses mâles disparaissent ou du moins ralentissent pour cette année 1936. Pour cette année 1936, à l'approche des Jeux Olympiques, qui doivent se dérouler en Allemagne, il y a de nombreuses prises de position appelant au boycottage. Il y a dénonciation de l'interdiction faite en Allemagne aux sportifs juifs de posséder une licence et sur la gigantesque mascarade propagandiste orchestrée par le national-socialisme de transformer les jeunes de toutes les nations en adeptes de la théorie nationale-socialiste. Le 1er janvier 1936, l'Abyssinie proteste à la Société des Nations contre l'utilisation par l'Italie de gaz de combat. En effet, l'Italie a été stoppée dans son avance. Le 3 janvier, craignant une alliance entre l'Allemagne et le Japon contre l'Union soviétique, le ministre Vyacheslav Mikhailovitch Scriabine, plus connu sous le pseudonyme Molotov, demande l'intensification du réarmement en Union soviétique. Petite parenthèse sur ce monsieur. Donc déjà, son surnom de Molotov, cela veut dire marteau, et c'est aussi ce surnom qui sera donné au fameux cocktail Molotov. Donc c'est les bouteilles incendiaires, généralement utilisées contre les chars. L'histoire de ces cocktails Molotov, c'est tout simplement lorsque l'Union soviétique parlait de paix avec la Finlande, ce ministre, Molotov, disait aux Finlandais qu'il allait leur envoyer des paniers repas en guise de paix. Mais au lieu de recevoir des paniers repas, les Finlandais ont reçu des bombes soviétiques. Et les soldats finlandais, pour répondre à l'agression et contre leur manque de matériel anti-char, ils ont commencé à fabriquer les bouteilles incendiaires, qui étaient déjà connues bien avant cette époque, mais les Finlandais ont dit que comme Molotov envoyait des paniers repas,
eux, ils allaient envoyer les cocktails pour pouvoir faire un pique-nique. Et cela a donné le nom que nous connaissons tous et encore employé aujourd'hui, le cocktail Molotov. Voilà pour la petite histoire du surnom. Et une autre histoire sur ce monsieur. Ce monsieur est un proche de Staline. Son épouse, c'est Paulina Jemtchouzina, qui, d'après ce que l'on dit, est à l'origine de l'État juif en Russie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en Russie, il y a un État juif, donc c'est le second État après Israël, connu sous le nom de Birobidjan. Donc voici le drapeau de l'État en question. Donc la langue officielle, c'est le yiddish. Et d'après les historiens, cet État fut créé par Staline parce que il voulait se débarrasser également des Juifs dont il n'avait pas confiance. Et il trouvait que l'État sioniste était un peu trop bourgeois, donc il a créé un État juif qui est un peu plus, on dira, paysan. Mais après, comme dit, le fait que ce soit la femme de Molotov qui soit à l'origine de l'idée de la création de cet État, n'est qu'un on-dit. Et pour continuer sur la femme de Molotov, elle sera également arrêtée en tant qu'espionne sioniste et sera exilée au fin fond du Kazakhstan. Par la suite, il semblerait qu'elle n'était pas espionne sioniste et elle reviendra à Moscou. Donc voilà pour la petite parenthèse du ministre Molotov. Le 3 janvier également, le secours d'hiver en Allemagne soutient 12,5 millions de personnes. Le 16 janvier, à Prague, les responsables des jeunesses communistes, socialistes et catholiques allemandes en exil fondent la Libre Jeunesse allemande. Le 17 janvier, le ministre de la Propagande Joseph Goebbels déclare que la pénurie alimentaire dans le Reich allemand n'est pas importante, car on peut s'en sortir sans beurre, mais jamais sans canon. Le 20 janvier, le roi britannique George V décède à l'âge de 70 ans. Son successeur sera son fils aîné, Édouard VIII. Le 22 janvier, le président du Conseil, Pierre Laval, a été contraint à la démission, accusé de faiblesse vis-à-vis de Mussolini et d'autoritarisme en économie. Albert Sarraut, lui, succède. Son cabinet rassemble les radicaux, les socialistes indépendants et la droite modérée, et ils n'auront pas l'autorité nécessaire pour affronter les provocations de Hitler. Le 25 janvier, Adolf Hitler déclare à Paris Soir que l'Allemagne a l'intention de récupérer les colonies perdues en 1918. Le 28 janvier, Hitler se rend au service funéraire en l'honneur du roi George V d'Angleterre à Berlin. Donc c'est sûrement dû à son rang, mais il faut savoir que Hitler se rend à tous les services funéraires organisés pour des dirigeants morts en service, président, roi, etc. Le 30 et 31 janvier, rassemblement pour les commémorations de la prise de pouvoir d'Hitler en 1933. Il y aura le rassemblement de 30 000 vieux SA. Donc quand je dis des vieux, c'est la vieille garde. C'est tous des SA qui sont avec Hitler depuis le début, ou quasiment depuis le début. Pour ce mois de janvier, Goebbels nous dit peu de choses. Donc soit il n'a vraiment rien écrit, ou soit c'est des documents perdus après la guerre, ou gardés par des collectionneurs privés. Tout simplement, Goebbels revient sur le 30 et 31 janvier, le rassemblement des SA. Il est content de retrouver les SA, que les fanfares sont immenses, qu'il serre les mains à des centaines de personnes et qu'il signe également des centaines d'autographes. Il dit que lorsqu'il prend la parole, les gens sont attentifs et que dès que le Führer prend la parole, c'est grandiose. Tous les hommes venus de tous les coins du Reich sont profondément émus. Le 4 février 1936, le patron des nazis suisses d'origine allemande, Wilhelm Gustloff, est assassiné à Davos par David Frankfurter, un étudiant en médecine juif, qui rêvait par ce geste de réveiller son peuple. Hitler interdit les actes de représailles envers la communauté juive allemande.
certainement parce que les Jeux Olympiques arrivent. Pour information, le nom de Wilhelm Gustloff sera donné à un paquebot de la Kraft durch Freude, la force par la joie. Ce paquebot sera coulé le 30 janvier 1945 par un sous-marin russe. Le paquebot servait à transporter des réfugiés de Prusse orientale et des détenus de camps de concentration. Le naufrage provoquera la mort d'environ 9343 personnes, ce qui en fait la plus grande catastrophe maritime de tous les temps. Le 6 février, en Allemagne, ouverture des 4e Jeux olympiques d'hiver présidés par Adolf Hitler. Ceux-ci se dérouleront du 6 au 16 février. 755 sportifs représentant 28 nations vont s'y affronter. Le 13 février, en France, agression de Léon Blum par des militants de l'Action française. Le mouvement fasciste Action française est interdit par le gouvernement français. Pour la petite histoire, Léon Blum est en voiture, donc il a un chauffeur, et ils arrivent dans une rue où des personnes de l'Action française attendent silencieusement avec un brassard noir. Ils sont en deuil et ils attendent le cortège funèbre d'un des leurs, l'académicien Jacques Bainville. Comme la voiture essaye de se frayer un chemin, cela rend les gens de l'Action française assez énervés et ils commencent à balancer des trucs sur la voiture. Et il semblerait qu'ils reconnaissent Léon Blum et là, tout le monde se lâche et ils essayent de le lyncher. Après, quelle est la vraie version? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont reconnu Léon Blum qu'ils ont décidé de l'attaquer ou la voiture forçait le passage? Ça, nous ne le savons pas. Mais d'après l'enquête officielle de l'époque, les gens se seraient lâchés parce que c'était Léon Blum. Le 16 février, en Espagne, le Front populaire de gauche obtient un très net succès électoral. Des permanences de partis de droite sont pillées, des couvents et des églises sont incendiés. Le 20 février, la Suisse ferme ses frontières aux membres du parti nazi allemand. Le 26 février, au Japon, à Tokyo, un putsch d'officiers nationalistes a échoué. Un groupe de jeunes officiers a tenté en vain d'assassiner le premier ministre Okada et ses prédécesseurs, ainsi qu'un certain nombre de personnalités de la cour, du gouvernement et de l'armée. Malgré l'assassinat, entre autres, du ministre des Finances et du garde du sceau privé, l'empereur et les autorités reprennent en main la situation. Le 27 février, à Paris, la Chambre des députés approuve le pacte avec l'URSS. Comme vu dans les vidéos précédentes, la France avait signé un accord de défense avec l'URSS, mais il n'avait pas été ratifié. Mais là, comme le gouvernement change, il y a de nouveau un rapprochement franco-URSS. À cette même date, le premier gros Zeppelin LZ-129 Hindenburg, construit pour les vols transatlantiques, est terminé. C'est le plus grand dirigeable du monde. Pour ce mois de février, Goebbels nous dit qu'il travaille énormément, qu'il est un peu partout, à droite, à gauche, et il revient sur l'assassinat de Wilhelm Gustloff. Il dit « Nouvelle funèbre. Notre dirigeant régional, en Suisse, Wilhelm Gustloff, a été abattu à Davos par un juif du nom de Frankfurter. Cela va coûter cher aux juifs. Nous allons lancer de plus amples opérations contre eux. Réfléchis un long moment encore avec le Führer. Puis réception donnée par les Neurath au Kaiserhof. Je dis au ministre plénipotentiaire de Suisse ma façon de penser. Il prétend faire l'insolent avec moi. Méthode, ce n'est pas l'assassin, mais l'assassiné qui est responsable. Je ne l'ai pas précisé, mais ce David Frankfurter sera condamné à 18 ans de prison par la justice helvétique et il sera extradé vers la Palestine en 1945 et mourra à Tel Aviv en 1982. Par la suite, Goebbels nous parle encore de l'affaire Gustloff et il donne des directives à la presse. Et il dit « À midi, chez le Führer ».
discuter point par point de l'affaire Gustloff. La presse est bonne. Par la suite, il nous dit qu'il est avec Hitler lors des ouvertures des Jeux Olympiques, que c'est grandiose et magnifique, mais un peu vieillot, que le public est fou de joie. Et Goebbels nous dit justement que lorsque il y a ces Jeux d'hiver, il est quasiment une semaine à dormir dans un wagon-lit et à l'hôtel. Donc il ne fait que voyager pour assister aux Jeux, et quand il a le temps, il travaille dans son hôtel et également rencontre énormément de personnes lors de différentes soirées. Par la suite, Goebbels nous parle également du salon de l'automobile. Je ne l'ai pas précisé dans la chronologie d'Hitler, mais bon, le salon est là tous les ans. Et Hitler fait un discours où il réclame la voiture du peuple. Par la suite, à midi, chez le Führer, il médite quelque chose. Doit-il remilitariser la Rhénanie? Question délicate. Et si Paris ratifie le pacte avec la Russie? Le Führer est de nouveau prêt au départ. Il pense et il rumine. Puis, soudain, il passe à l'action. Il est formidable. La situation est extraordinairement favorable. La France ne fera rien. L'Angleterre, vraiment rien de rien. Mais nous allons attendre et rester tranquilles. Par la suite, les évêques m'attaquent très durement au sujet des journaux religieux. Mais ils doivent être bridés. Ce sont des foyers d'opposition. Je vais les dompter avec ma loi sur la presse. Par la suite, le Führer vient. Nous regardons un joyeux film saxon, Le chat lampe. Puis le Führer raconte le putsch de Rome et les débuts du mouvement. Dramatique au plus haut point. Sa vie est un véritable roman d'aventure. Il y reste jusqu'à 3 heures du matin. Il s'en retourne chez lui, visiblement soulagé. Je me sens le devoir d'être au plus près de lui dans ses prises de décision et de lui rendre la vie plus légère. Il est admirable et il a un si bon cœur. Donc là encore, nous voyons à quel point Goebbels est admiratif de son Führer. Par la suite, soirée chez François Poncet, donc c'est l'ambassadeur français. Je le harcèle au sujet du pacte franco-russe, mais il louvoie. Cela ne lui paraît pas très catholique, à lui aussi. Il est au fond en désaccord et il n'apprécie pas son ministre français. Mais il refuse de prendre conscience du danger bolchevique en France. Par la suite, le Führer livre un dur combat contre lui-même. Le pacte franco-russe a été approuvé à la Chambre à Paris. Il faut encore qu'il passe devant le Sénat. Et la semaine prochaine, c'est Genève. Je déconseille toute action en ce moment. Nous n'avons pas encore la main. Le traité de Locarno ne peut être dénoncé que lorsque le pacte franco-russe sera parachevé. Le Führer assume une lourde responsabilité. Je l'aide autant que possible à en alléger le poids. Par la suite, à la maison, travail à foison. À Tokyo, la situation est encore confuse, mais l'armée l'emportera à coup sûr. Les putschistes ont mis en branle le processus. Par la suite, longue conversation dans le train. Le Führer est encore irrésolu. Je plaide. Il ne faut pas agir avant que le pacte franco-russe soit dûment ratifié. Mais quand ce sera le cas, nous devrons saisir la balle au bond. L'occasion sera belle, le Führer est grave mais calme. Nous allons délibérer encore toute la journée. Une décision difficile et fatidique nous attend. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.